Contente de vous retrouver, puisque chaque année, en tout cas à peu près depuis pas mal de temps, je participe à vos universités européennes, et toujours avec plaisir, car non seulement c'est un moment d'échange, mais on apprend beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris, par exemple, la pratique de certaines entreprises sur le CV anonyme, ou des choses comme ça qu'on ne connaît pas forcément et que les médias ne reprennent pas toujours avec une passion débordante. Alors, je voudrais vous dire qu'effectivement, je suis candidate à la primaire de la gauche, organisée par le Parti Socialiste et la Nouvelle Alliance Populaire, que j'ai mes signatures, donc je ne suis pas comme Ramayad, je serai candidate de toute façon. Voilà. Alors, ces primaires, de mon point de vue, tu l'as d'ailleurs dit, Samuel, elles posent à la fois la question de qui va porter la voix de la gauche dite de gouvernement, en tout cas du Parti Socialiste et d'une large partie de la gauche. Et deuxièmement, moi ce que j'espère, c'est qu'on ait à cette élection présidentielle, dans chacun des camps et au moment final du vote, un vrai débat sur quel est l'avenir de ce pays, qu'est-ce qu'on propose concrètement comme avenir pour ce pays. Je crois que c'est important parce qu'il y a une dépolitisation qui sert l'extrême droite. Nous n'avons plus de débat où on propose une alternative politique à l'ordre établi. Et à partir de ce moment-là, eh ben, il y a 3 mesures gadgetiques, la tête du capitaine, et en fait rarement un débat au fond sur où voulons-nous aller. Ça a toujours été ma façon de penser la politique, mais plus que jamais, nous sommes dans une période où nous sommes devant des responsabilités considérables. Nous avons d'une certaine façon une certaine chance d'arriver à une phase où la fameuse mondialisation heureuse, le libéralisme généralisé, la concurrence vue comme sorte de loi suprême, est contestée et arrive en butée. Ne serait-ce que du point de vue économique, la croissance mondiale et les échanges mondiaux stagnent, voire régressent. Donc, on voit bien que le système que nous avons vu comme prometteur, porteur de développement collectif, eh ben, échoue. En particulier, vous voyez bien que dans les pays dits, les fameux pays émergents, ben, la crise les rattrape et ils sont aussi en difficulté. Donc, le système libéral, le financier, est en crise profonde et les peuples commencent à s'en détourner. Il suffit de regarder le débat de la campagne électorale aux États-Unis. Qui aurait pu imaginer qu'un Trump puisse être candidat des Républicains? Qui aurait imaginé qu'au sein de la gauche du Parti démocrate, un Bernie Sanders qui assume d'être socialiste soit capable de faire un score plus qu'honorable quand on sait que l'appareil démocrate était très mobilisé pour Hillary Clinton? Quand vous regardez le vote du Brexit, et Theresa May est obligée de dire après ce vote, il faudra quand même bien qu'on s'occupe un peu des ouvriers de ce pays et de développer l'activité industrielle parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Alors ça, c'est le versant positif. La contestation, enfin, ils se rendent compte que ce système fonctionne mal, ne promet pas le progrès humain, ne promet pas le progrès partagé pour la planète, sans parler de la question écologique. Sauf que c'est un peu comme ça dans toutes les grandes périodes de transition et de crise. Comme dit Edgar Morin, le pire est probable, le meilleur est possible. Et la question politique qui nous est posée, c'est comment faire que le meilleur devienne possible. Car on sait aussi, et là on le constate aujourd'hui, c'est que l'alternative s'incarne davantage aujourd'hui dans la recherche, dans l'adhésion au courant populiste, xénophobe, repli identitaire, etc., que dans une poussée progressiste qui apparaîtrait comme l'issue de la crise d'aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois, à chaque fois qu'il y a des crises, c'est rare que spontanément le camp progressiste surgisse comme la fleur qui va pouvoir naître de l'échec du passé. Mais pour autant, comme on sait que c'est la dérive, on se dit comment se fait-il que dans ce pays, la France, terre de la République française, une terre politique, une gauche particulière, même si elle ne doit pas avoir l'idée de se refermer sur elle-même, on soit incapable d'être au rendez-vous de cette période historique. Pourquoi je dis qu'on devrait être au rendez-vous de cette période? Car tout dans l'idéologie historique de la République devrait nous éloigner
des dérives du système ultralibéral. La République, c'est la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple, ce n'est pas les lois divines ou les lois du marché qui s'imposent à nous sans arbitrage démocratique. C'est ce qu'on a essayé de nous vendre, et force est de constater qu'avec l'histoire du CETA, on voit que même quand il y a de la résistance populaire, l'espèce de rouleau compresseur se met en route, et on ne peut pas comprendre qu'un pays comme la France n'ait pas été aux côtés de la Wallonie pour dire mais arrêtez vos bêtises en termes ne serait-ce que d'arbitrage. Je ne vous parle même pas de services publics, de droits sociaux ou de droits environnementaux. Donc en tout cas, on sent quand même que ce pays devrait être là pour dire il est temps qu'on entende à nouveau la voix des peuples et que la souveraineté des peuples prime sur les lois économiques et financières. Ce pays, normalement, a sur ses frontons liberté, égalité, fraternité. Les libéraux ne croient pas à l'égalité. Donc, nous avons... Et c'est aussi pour ça que ce pays est si en malaise. Il a eu l'impression que la globalisation, c'était la négation de ses valeurs. Alors, des valeurs bien souvent théoriques en France, hein, mais néanmoins, qui étaient une matrice idéologique pour le pays. Or, les gens aspirent de nouveau à davantage d'égalité. Ils ne supportent plus ces privilèges qui s'accumulent, ces inégalités qui explosent. Bon. Troisième volet qui fonde normalement la pensée républicaine, c'est l'idée de se dire qu'il y a un bien commun, un intérêt général, et qu'il y a un outil pour faire prévaloir ou trouver le juste équilibre entre les intérêts particuliers, les initiatives personnelles, et l'intérêt général, et cet outil, c'est l'État, le service public, la puissance publique, alors qu'elle soit nationale ou décentralisée, mais en tout cas, c'est l'idée qu'il y a des outils publics qui portent l'intérêt général. Bon, tout ça, c'est évidemment ce que ne veut pas le libéralisme. Donc, on aurait pu s'attendre que dans ce pays, et quand on avait entendu le discours du Bourget, sans qu'il soit radical de ce côté-là, il avait des intuitions, des prémices, des engagements qui pouvaient apparaître comme une période de transition par rapport à cette reconquête républicaine et cette pensée nouvelle. Force est de constater que l'action qui a été menée au gouvernement pendant ce quinquennat a été à rebours de bien la plupart du temps de tout cela. Alors à l'étape où nous sommes, je dis cela pourquoi? Parce que c'est bien un projet d'ensemble qui s'impose pour faire reculer la pensée de l'extrême droite et les pensées xénophobes, racistes ou de rejet de l'autre. Il ne suffira pas, mais vous verrez que je propose qu'on soit très offensif sur la lutte contre les discriminations, il ne suffira pas de poser la question de combattre les discriminations, c'est bien un projet de société d'ensemble qui doit créer une nouvelle dynamique pour conjurer la montée de l'extrême droite en France et en Europe. Et je souhaite pouvoir porter des éléments qui, de mon point de vue, dans ce pays, mais aussi en Europe, sont de nature à construire ce projet. Premièrement, je crois qu'il y a la question économique et sociale, je ne vais pas être trop longue là-dessus, mais on ne fera rien pour éviter les inégalités si on ne combat pas pour la justice sociale et contre les inégalités sociales. Ne serait-ce que pour faire un front politique. Parce que si on n'a que la question des discriminations, par exemple raciales ou hommes-femmes, on a des fronts fragmentés, alors que la question de la justice sociale est de nature à fédérer plus largement une majorité pour avoir une société moins inégalitaire, plus juste, et aussi où les gens vivent dignement. Et vous qui habitez dans les quartiers ou qui militez dans les quartiers, vous savez que la première des choses, c'est quand même que les gens n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail. Petit boulot, SMIC insuffisant, pouvoir d'achat difficile, difficile après d'élever ses enfants, etc. Je fais des propositions d'augmenter très vite le SMIC tout de suite au début du quinquennat à 1 300 € net. C'est une forte augmentation, mais quand on voit tout ce qu'on a déversé en CICE, pacte de stabilité, les 3/4 des entreprises peuvent l'absorber. Deuxièmement, je fais des propositions en termes de revenus, je ne vais pas vous... sur un certain nombre de terrains, mais ici, où vous habitez dans les quartiers où habitent beaucoup de nos jeunes qui sont les plus fragilisés, je préconise la création d'un revenu un revenu de base, revenu universel de base, pour tous les jeunes de moins de 28 ans.
Si vous voulez, j'expliquerai pourquoi je limite aux jeunes de moins de 28 ans, parce que cette idée du revenu universel est contestée par le monde syndical, qui y voit un risque d'une vision libérale du revenu universel, qui est de dire on donne un revenu pour compenser la faiblesse de la rémunération des salaires. Sauf que pour les jeunes de moins de 28 ans, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de jeunes en formation qui sont en train de rebondir devant leurs difficultés, de jeunes qui veulent créer leur entreprise, qui démarrent dans leur vie, et c'est à 28 ans que la moyenne où on a son premier CDI en France. Donc on voit bien qu'avant 28 ans, les conditions de vie des gens, incertitude, petit boulot, temps partiel, fait qu'ils ne peuvent pas démarrer correctement dans la vie. Je considère que la France doit à sa jeunesse la possibilité d'avoir quand même un socle de démarrage qui lui permette d'avoir une stabilité, de construire ses projets et de gagner leur autonomie. Ça, c'est le volet justice sociale. Je suis convaincue aussi que la France et que nos concitoyens ne sortiront pas de ce repli identitaire et xénophobe s'ils n'ont pas le sentiment d'un progrès collectif partagé qu'on construit. C'est pourquoi je plaide, alors on est entre nous, vous allez, pour des politiques de relance keynésiennes, comme on dirait, en opposition aux politiques libérales. Ces politiques de relance, c'est un pilier pouvoir d'achat, j'en ai parlé, SMIC, etc. Mais il y a un deuxième pilier qui me paraît très important, c'est d'avoir des grands travaux avec des grands projets collectifs qui peuvent être adossés soit à des filières industrielles, soit à des activités économiques qui créent de l'emploi et qui nous montrent le nouveau mode de développement que l'on veut promouvoir. Je donne quelques exemples. Nous avons des besoins de logement considérables en France. On peut faire évidemment beaucoup de choses pour éviter la discrimination. On doit absolument réguler les loyers parce qu'ils ont continué, sauf là où il y a eu un certain encadrement, à augmenter plus vite que le niveau de la vie. Donc nous pouvons faire tout cela. Mais si on n'a pas assez de logements, et on le voit bien ici en région parisienne, on peut le voir en PACA, on peut le voir autour des grandes métropoles, eh bien vous aurez toujours, devant la pénurie, des inégalités, des injustices qui s'installent. Donc un grand programme pour construire des logements, pour les rénover. Un grand programme pour les énergies renouvelables. Nous sommes dans un danger terrible, à la fois parce que l'engagement des 50% nucléaires ne sera pas tenu, on voit bien que nos centrales vont mal, il est impératif d'ouvrir la voie des énergies renouvelables pour diminuer la part du nucléaire en France et évidemment pas en favorisant le charbon. Nous avons besoin de plans de mobilité propre et de mobilité. Je donne des exemples pour dire qu'on peut avoir des grands projets collectifs et dans ces grands projets, il y a beaucoup autour de la santé car nos hôpitaux vont avoir besoin d'une grande modernisation et de moyens pour fonctionner, qui est un autre sujet. Si je vous parle de ces choses-là, c'est que sans une dynamique qui nous permette de retrouver une certaine croissance, un plan de 35 milliards d'euros en France produit à peu près 2% de croissance du PIB et 350 000 emplois dès la première année. Je ne suis pas une productiviste. Quand je vous dis que je soutiens la croissance, je ne suis pas pour revenir aux 4% aux politiques de gaspillage. Mais justement, pour faire la mutation de notre mode de production, nous avons besoin d'une certaine croissance pour produire mieux, pour faire qu'on consomme mieux et pour éviter les gaspillages, réussir la transition énergétique et réussir la transition écologique, leur pack énergétique, et réussir la révolution numérique. Le deuxième pilier de ma proposition, elle est consolider, redonner du sens au modèle républicain français. Parce que beaucoup de gens se lamentent, parfois je suis avec eux à me lamenter, de voir que les jeunes ne partagent pas l'enthousiasme républicain qui m'anime. Hein. Mais je constate aussi qu'une république qui n'est pas convaincante dans les actes, bah, c'est facile d'aller dire quand on est aisé et bien pensant que tout va bien, que la république c'est merveilleux, mais quand au quotidien la république n'est pas en conformité avec les valeurs qu'elle prétend promouvoir, il ne faut pas s'étonner qu'elle
au mieux du doute, parfois de la révolte, voire de la plus grave. Bon. Donc nous avons besoin de consolider notre pacte républicain. Et d'ailleurs, pas seulement chez les jeunes, et pas seulement dans les quartiers. Parce que bonjour le pacte républicain, quand on voit toutes ces élites qui ont été payées à coups d'argent public, aller faire de l'évasion fiscale, comptant d'eux d'avoir de l'optimisation fiscale et d'aller partout pour éviter d'avoir à payer les impôts, alors que leurs études ont souvent été payées largement et grassement par nos impôts collectifs. Bon. Mais en tout cas, ce pacte républicain, et c'est là qu'on va rentrer plus en détail, il suppose un certain nombre de changements profonds de notre façon de faire, qui, je l'espère, induiront un changement culturel profond dans le pays. Première des choses, en effet, nous avons impérativement besoin d'avoir des politiques offensives de lutte contre les discriminations et toutes les formes de discrimination. Et il y a ce que la loi peut faire, il y a ce que l'action publique peut déployer, et il y a la mobilisation citoyenne à accompagner. Voilà pour moi les trois piliers de cette action. Premièrement, ce que la loi peut faire. Vous le savez, j'ai été profondément engagée pour, et je ferai ce débat et je défendrai cette thèse dans tous les débats pour la présidentielle, je suis favorable au CV anonyme. Par ailleurs, ça n'est ni le remède miracle, mais sous prétexte de chercher le remède miracle, on ne fait rien. Donc personnellement, je suis pour le maintien du CV anonyme, car il y a aussi une autre raison dans ce genre de pratique, c'est qu'elle oblige à former les gens, à réfléchir au sens de ce qu'on fait. Elle produit par le changement de méthode, certes des changements d'attitude, mais aussi des changements de regard dans la formation des DRH, du personnel, des délégués syndicaux, etc. Dans l'entreprise, ça ne suffit pas, évidemment. Je pense que pour autant, tout ce qui procède du testing doit être poursuivi. Ce n'est pas testing ou CV anonyme. Je suis pour que dans la fonction publique, on ait obligatoirement, dans toutes les grandes administrations et dans tous les services publics, un chargé de mission pour veiller à la lutte contre les discriminations, voire un médiateur dans les grandes administrations, avant même d'aller au tribunal, pour qu'une personne qui a le sentiment dans l'action publique de supporter, entre guillemets, des discriminations, puisse faire valoir sa récrimination, son problème, et trouve une écoute bienveillante, et non pas une écoute, mais comment, quelles preuves vous avez, etc. Deuxièmement, sur ce qui est de la... Et d'ailleurs, cette personne pourrait s'occuper de l'égalité professionnelle homme-femme, qui est tout à fait importante aussi, et sur lequel, d'après ce qu'on m'explique, en 2038, là, peut-être on aura les mêmes salaires, les hommes et les femmes. Bon, je n'ai pas cette patience, je vous le dis tout de suite, il est temps de prendre à bras le corps les choses, et tous les services publics, toutes les entreprises publiques, toutes les entreprises qui ont du capital public, doivent être exemplaires, prendre des mesures, et on doit pouvoir évaluer les efforts qu'ils font année par année. Deuxièmement, il y a la question du rapport entre la jeunesse et la police, qui est une discrimination ressentie très fortement. Et évidemment, qui nous met face à face entre les forces de police, qui aujourd'hui protestent parce qu'elles ont le sentiment de ne pas être respectées comme elles le souhaitent et pouvoir mener à bien leur mission, et de l'autre côté, une jeunesse qui a le sentiment d'être harcelée assez fréquemment, en tout cas pour une partie d'entre elles, évidemment la plupart du temps parce qu'ils sont de couleur ou parce qu'ils habitent un quartier, et là ça ne peut plus durer comme ça. Voilà. Ces tensions-là ne sont plus supportables. Bon, moi je préconise, au-delà de ce qu'a décidé le gouvernement sur la caméra embarquée, très bien, j'ai rien contre, mais je reste convaincue que le récépissé est un outil indispensable parce qu'il est réciproque. Quand vous avez une caméra embarquée, c'est qui déclenche la caméra, même si elle est soi-disant automatique, hein, bon d'accord, il y a, et même en termes de la relation entre les gens, elle n'est pas réciproque la caméra. Tandis que le récépissé, il y a celui qui donne et qui le reçoit, il y a un acte, on donne quelque chose à quelqu'un, donc il y a des actes que la personne peut consigner en sa faveur, c'est le choix. Ça ne veut pas dire que le jeune
qui proteste a toujours raison. Enfin, je dis jeune parce que c'est quand même plus souvent des jeunes quand même. Le jeune qui proteste a toujours raison, mais il y a le juge. Le juge doit faire le droit et voir le droit. Donc ce n'est pas automatique parce qu'il y a eu 5 récépissés, qu'il n'y a aucune légitimité à ces 5 récépissés. Vous retrouverez sur Internet mon intervention au Sénat. Je ne lâcherai pas prise là-dessus, car en plus de ça, ça ne règle rien. Ça n'est pas ça qui permet de combattre l'économie souterraine, ça n'est pas ça qui permet de recréer un lien normal entre une partie de la jeunesse et notre société. Donc sur tous ces terrains-là, je pense qu'il faut être offensif tout au début. Tout au début. Parce que comme il y a des doutes, à la fois dans les sondages, les gens disent qu'ils sont pour, et en même temps, vous savez, les Français, dès qu'il y a un truc, ça ne marchera pas. Déjà, quand vous trouvez un Français qui vous dit « ouais, ça c'est bien, ça va marcher ». Non, tout le monde pense que ça ne marchera pas. Donc si on veut faire la preuve, il faut qu'on l'ait commencé tôt, pour qu'à la fin du quinquennat, on ait pu faire un vrai bilan, et pas des expérimentations comme on a pendant un an, puis on décide que non, 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 ça ne marche pas, etc. Alors, sur la question des discriminations, personnellement, je suis aussi très favorable à ce que l'on essaie de regarder plus en détail la question de la mixité sociale. Alors sur ce sujet-là, sur le logement, j'ai des amis qui, notamment l'Office d'Aubervilliers, ont essayé de faire l'anonymat, vous savez, dans les demandes de logement. Et là, on se retrouve devant des difficultés compliquées, parce qu'il est vrai quand même qu'il nous arrive d'avoir une telle concentration dans une même résidence de populations de même origine que ça tend à produire de la relation communautariste et ça tend à stigmatiser l'immeuble en question au regard des autres. La question de la mixité sociale est extrêmement difficile à faire, à traiter, parce qu'évidemment, elle peut être source de discrimination diffuse, comme elle peut être source de bienveillance pour essayer de réussir la mixité. Alors, il y a déjà un premier outil auquel je crois beaucoup, c'est l'obligation pour les bailleurs sociaux de produire résidence par résidence le nombre de foyers qui touchent l'APL, c'est-à-dire qui sont pauvres, par rapport à ceux qui sont plus aisés. Car déjà, si dans les quartiers riches, il y avait des couches populaires, il faut bien dire que souvent ils sont assez brassés en termes d'origine et de couleur de peau, on aurait quand même déjà une mixité plus crédible que celle que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autant plus de ségrégation que vous n'avez pas de logements disponibles en dehors des quartiers, et donc une espèce de spirale de renfermement qui s'opère. Mais je suis aussi favorable à pouvoir faire des expérimentations, parce que ce n'est pas parce que le CV anonyme ne convainc pas dans certains territoires qu'on ne peut pas continuer, pas le CV, la demande anonyme de logement. Il faut qu'on expérimente différentes méthodes avec des organismes bailleurs sur des territoires donnés, avec une injonction, si je puis dire, de l'État, dire qu'il faut faire des expérimentations. Ce n'est pas du genre, si ça vous dit, vous pouvez le faire. Il faut définir avec les associations, les bailleurs, un champ d'expérimentation balisé en commun pour pouvoir en tirer des leçons sur les bonnes pratiques en matière de logement. Parce qu'en effet, alors après, il y a évidemment le testing, qui est utile, notamment dans le privé, parce que alors là, le bailleur privé, à part le prendre sur le fait, hein, c'est très difficile de lui imposer des choses, puisqu'il n'y a pas de public. Bon. Donc, sur ces sujets de discrimination, je pense qu'on peut faire des choses très volontaristes. Deuxièmement, je pense quand même qu'il y a un problème qu'il ne faut pas nier dans nos quartiers. Les politiques de la ville que nous avons menées, qu'elles soient sur le bâti, la reconfiguration, bon, on est plus ou moins d'accord, ça dépend beaucoup des territoires. Il y a des endroits où ça a été fait avec beaucoup d'intelligence, de finesse, et d'autres, c'était un peu rouleau compresseur bulldozer. Mais enfin, dans les sociétés, c'est un peu cela. Ce que je crois très important, c'est quand même de réinvestir tout le travail associatif et tout le travail que j'appelle d'éducation populaire dans nos quartiers, que je vis comme un grand champ d'émancipation de la personne humaine. Donc, sur ce point, je préconise la création d'un grand service public de l'éducation populaire et d'un ministère de l'éducation populaire.
qui soit le pendant du ministère de l'Éducation nationale. On ne peut pas demander à l'école de tout faire, de vous éveiller à toutes les formes culturelles, d'être capable de vous faire découvrir l'environnement, de stimuler votre créativité personnelle, de permettre du brassage entre les parents et les enfants dans d'autres relations que celles qu'ils ont à la maison. Bref, toute cette histoire issue du Front populaire, en tout cas dans notre pays, hein, qui était l'idée qu'on émancipe par la culture, par le sport, par l'éveil, par l'échange, par la capacité de s'exprimer soi-même, et pas seulement par l'instruction, qui par ailleurs est l'apprentissage, qu'elles soient d'ailleurs des valeurs ou des savoirs, mais les deux sont nécessaires. Et moi, je préconise, pourquoi je préconise un ministère? Parce que, premièrement, le temps hors scolaire, vous savez, le rythme scolaire. L'aménagement des rythmes scolaires a abouti à un accroissement des inégalités entre les territoires. Quand vous êtes à Paris, je ne dis pas que tout est parfait à Paris, mais enfin on a les moyens, on a des dynamiques culturelles, on a des gens, bon, globalement il se passe des choses bien. Bon, hétérogènes peut-être, mais globalement. Tandis que dans certaines communes, il faut payer. Maintenant, il faut payer. Donc les familles modestes des quartiers, elles n'ont pas toujours les moyens. Or, c'était utile pour l'éveil de ces enfants. Deuxièmement, vous avez des gens qui ne sont pas toujours formés. Parce que vous n'avez pas toujours sur le territoire les ressources humaines pour faire ce travail d'accompagnement culturel et autres. Troisièmement, les associations locales sont quand même souvent